Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Madame Arsenault, salutations. Alors, ce matin, là, vous avez vous amenez un angle qu'on n'aurait jamais pensé que vous pourriez penser à ça même. Je ris, là, c'est parce qu'on en riait un peu à Gatineau quand je parlais avec Michel de notre sujet. C'est parce que la nouvelle n'est pas drôle. Pour commencer, là, je ris, mais c'est parce que vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais la nouvelle de ce matin qu'on apprend dans les journaux de Journal de Québec de Montréal, c'est qu'il y a dans plus de 200 classes régulières d'écoles publiques au Québec, il y a au moins un élève sur deux qui est en difficulté et qui a besoin de mesures d'aide particulières pour réussir. Et quand on parle d'élèves en difficulté, ça peut passer autant aux troubles de l'apprentissage, ça peut passer aux troubles de l'autisme, c'est très, très, très large, là. Ça peut être les TDAH, les troubles d'opposition, tout ça, ça en fait partie, là. Mais 1 sur 2, c'est incroyable. Là, déjà en partant, vous, ce chiffre-là, vous en prenez puis vous en laissez. C'est-à-dire, non, pas tout à fait. C'est qu'il y a un contexte. Il y a un contexte de la nouvelle. Et quel est ce contexte de la nouvelle? C'est que, d'abord, ce sont des classes régulières du réseau public. Oui. Bon. Le privé est passé, a écrémé jusqu'à un certain point. Dans le réseau public, les programmes particuliers pour les meilleurs élèves est passé et les a écrémés à l'intérieur du réseau public. Oui. Donc, il nous reste le petit lait. C'est plate, chers auditeurs, mais ce que je viens de dire, c'est exactement ça. Ceci étant dit... L'autre contexte, je vais juste en amener un autre. Oui. Il faut aussi dire que c'est le temps des négos. Oui, bon. Fait que c'est le temps de sortir des gros chiffres aussi. Mais présumons que la statistique est valable. OK. OK, on va présumer qu'elle est valable. Bon. Effectivement, ça peut être troublant. Maintenant, la question que je me suis posée, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Et je pense que oui. Et c'est là que ma fameuse question, qui vous a fait rire, a surgi. Non, mais c'est parce que, tu sais, Oui. n'importe qui va lire ça, là, OK, cet article-là. Bon, ben ça prend plus de spécialistes, ça prend plus, tu sais, de moyens pour être capable d'aider les jeunes à l'école, etc. Mais vous, la question, et si, et là, on s'adresse aux parents d'enfants en difficulté, et si c'était vous le problème? Oui, pour un pourcentage de ces élèves en difficulté dans les classes régulières du réseau public. Exact. Parce que, tu sais, là, je me disais, voyons donc, le parent aurait une responsabilité. Ça serait encore une fois la faute de la mère ou du père. Ben oui. C'est pour ça que je ris. Parce que, tu sais, en psychanalyse, tout revient à ça. Là, on le sait, là, de toute façon. Mais moi, ce que j'aime ce matin, puis je souhaite, avec un objectif, là, c'est que ce soit une émission qui aide vraiment les familles. Oui. Parce que tant que tu te remets pas en question, que tu ne te regardes pas comme mère, comme père, comme parent, ben t'avances puis t'aides pas ton enfant. Fait qu'il faut être capable de se regarder et de dire, OK, peut-être que finalement, je pourrais agir différemment, on pourrait peut-être amener tel changement à la maison, puis ça pourrait peut-être aider mon enfant. Oui. Alors, au niveau des facteurs défavorisant l'apprentissage chez les enfants du primaire, il y a les mauvaises habitudes de vie des parents. Se couche tard, font du bruit, empêchent l'enfant de dormir. Potes, alcool. Et là, c'est répandu. On n'est plus dans jadis la guerre, là. Tension, chicane. Ah, une petite chicane. Ben oui, mais une petite chicane, ça fait du bien. Non, ça ne fait pas du bien aux jeunes enfants au primaire.
Jamais. Les chicanes parentales ne font jamais de bien aux enfants, au primaire. Ben, ça les insécurise. Hein. Bon. Troisième point. L'alimentation, le déjeuner disponible. Le déjeuner disponible et ses qualités énergétiques. Quel est le pourcentage d'enfants qui sont en difficulté dans la classe publique, qui n'ont pas mangé ou qui ont mangé un gros plat de patente à gosse pleine d'hydrates de carbone, pleine de sucre, de la farine et du sucre? Nommez-les, là, vous les connaissez toutes. Non. Écoute, à 9h30, cet enfant-là est en hypoglycémie. Son sucre dans le sang est écrasé, est effoiré, il n'est plus capable de se concentrer. L'avant-midi est longue en maudit, de 9h30 jusqu'à midi. Ouais. OK? Mesdames, question pour vous. Je vais être un petit peu provoquant ce matin. C'est pas votre genre, arrêtez ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre maquillage et le choix de votre tenue vestimentaire pour la journée ou le déjeuner de votre enfant? Une petite vacherie en passant comme ça, là. Mais vous pensez qu'il y en a qui aiment mieux, qui prennent plus de temps pour elles que de préparer le déjeuner pour l'enfant? Vous pensez qu'elles sacrifient ce moment-là à ce point-là? Ben écoute, elle n'a rien à se mettre sur le dos pour la journée. Penses-tu que c'est pas angoissant? Elle a 3 garde-robes pleins, puis elle n'a pas de linge pour la journée. Hey, c'est un problème, ça, José. Puis là, ben écoute, c'est à part l'autre que le collègue de travail a commencé à y faire de l'œil, là. Bon, arrêtez, là. On va rester dans le concret, là. Ben non, on est dans l'abstrait, là. Alors, tout ça, ce sont différents exemples pour faire diminuer à très court terme. Ce sont des moyens, des pistes de solutions pour faire diminuer à très court terme le pourcentage d'enfants avec soit une sous-performance académique ou une difficulté importante sur le plan académique, sur le plan des apprentissages. Mais là encore, une fois, il faut faire une différence importante, là. La mère qui a un enfant autiste, là, c'est sûr qu'elle aura beau moins se maquiller, moins... C'est selon le degré aussi, là. C'est évident. Ça, est-ce que vous êtes inclus dans le problème d'apprentissage de votre enfant ou si vous en êtes exclu? Mais oui. Si tu as un autisme de niveau modéré à sévère, que tu te maquilles ou pas, que tu fais peu importe ta tenue vestimentaire, puis peu importe que l'enfant ait déjeuné ou pas, là, ça ne changera rien. Bon. Maintenant, l'ensemble des facteurs que j'ai mentionnés impactent sur beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à l'école. Habitudes de vie, alimentation, tension, chicane à la maison. Alors ça, c'est du concret, ce sont des pistes de solutions. Et si on veut avancer, il faut que vous réserviez votre circuit téléphonique. Si le chapeau ne vous fait pas et que votre enfant a des troubles de l'apprentissage, etc., puis que vous voulez en discuter, vous êtes les bienvenus. Mais oui. Si vous voulez, vous vous rendez compte que, oups, le chapeau, il fait là. Bien, vous pouvez aussi téléphoner. Puis le but, c'est d'aider l'enfant. C'est vraiment ça. Là. Ben oui, favoriser l'atmosphère d'apprentissage de votre enfant. Ici, je vais vous lire un message qu'on a reçu sur Facebook, OK? Oui. Sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Mon garçon a 6 ans. Il a reçu une évaluation en pédopsychiatrie en avril dernier à l'âge de 5 ans, haut potentiel avec anxiété de performance, qui donne des symptômes de TDAH. Je vais voir un psychologue au privé pour la douance, les rencontres au CLSC avec une psychologue pour la gestion des émotions et nous a aidés là-dedans. L'école n'a rien fait, malgré le rapport, et on a attendu que les problèmes de comportement soient trop intenses pour agir. Résultat, il a des fugues à l'école, il est en constante opposition et confrontation en colère. Avec l'aide et l'intervention du CLSC de l'infirmier en pédopsychiatrie, nous avons évité 2 fois l'hospitalisation pour le moment. Depuis 2 semaines, ça va mieux, mais surtout depuis septembre, on m'a dit d'augmenter sa médication, ce qui a aggravé son cas. À 6 ans, il m'a fait part d'envie de suicide. Il remonte la pente tranquillement. Malgré tout, c'est en grande
personne, partie-moi qui apporte des façons de faire avec lui, ce qui peut l'aider, qui prend en charge les rencontres de tous les professionnels, etc. Bref, alors je crois que c'est la mauvaise communication ou l'absence de connaissance sur le sujet dans notre cas qui cause problème. Bon, c'est votre analyse, madame. Il se pourrait que vous ayez totalement raison. Il se pourrait que vous ayez en partie raison. Et il se pourrait que vous ayez en partie tort et en grande partie tort. Alors, tout est possible. Fait que l'idéal, ça serait Parlez-nous. vraiment d'appeler. Appelez-nous. Parlez-nous de vos habitudes de vie. Parlez-nous de la tension qui existe. Parce que là, vous avez parlé que ce serait un enfant doué qui est très anxieux. Pourquoi votre enfant est anxieux s'il est si doué? Parlez-nous de l'alimentation de votre enfant et de son développement. On va commencer tranquillement, les choses concrètes. Alors, si vous nous dites, si vous êtes capable de nous dire qu'habitude de vie raisonnable, tension, stress à la maison, bas, très bas, alimentation, tout à fait correct. Là, à ce moment-là, on se dirige vers d'autres facteurs. C'est un peu par élimination. Oui. Puis on est un peu beaucoup dans votre spécialité aussi, là, ce matin. Fait que si vous voulez aider votre enfant, vous êtes à la bonne antenne. On va aller à la pause. Oui. Avez-vous un enfant qui fait partie de cette statistique-là, où un enfant sur 2 dans nos classes régulières du Québec se retrouve en difficulté, là, troubles d'apprentissage, etc., et que vous voulez avancer, réservez votre circuit téléphonique, mais notre grande question est, et si vous faisiez partie du problème? C'est un regard sur soi ce matin qu'on propose. C'est ça. On va à la pause. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Eh, boy. Je suis en train de lire des textos Doc Mayou qui vont vous donner raison. Parce que je trouvais que vous charriez un petit peu tantôt quand vous avez dit... régulièrement, moi. En tout cas, là, je trouvais. Et quand vous disiez que vous vouliez provoquer un peu, parce qu'aujourd'hui, on parle des élèves qui sont en difficulté à l'école et la question est, et si les parents faisaient partie du problème? Et si la mère ou le père faisait partie du problème? Habitude de vie, etc. Et là, vous avez dit le déjeuner. Là, combien d'enfants, probablement, ça, c'est une réalité, là, donner un bol de céréales avec du lait, c'est juste du sucre qu'il y a là-dedans. Là. Fait que l'enfant part, etc., à l'école avec beaucoup de sucre dans le corps. Puis là, vous avez rajouté pour provoquer, au lieu de faire un bon déjeuner, il y a des mères qui passent leur temps à se maquiller, à se coiffer. J'ai posé une question. Est-ce que votre maquillage et vos fringues pour la journée sont plus importants que le déjeuner de votre enfant? C'est ça. Qu'est-ce qui passe en premier? C'est ça. Et là, on a Femme 21, en grosses lettres. Oh que oui! Ma mère prenait des heures à se maquiller. Moi, je mangeais une tranche de pain au Nutella tous les matins ou un gros bol de Lucky Charms. Aujourd'hui, c'est pareil. Elle travaille à 8 heures, mais se lève à 5 heures afin d'avoir le temps de se mettre belle. Ça, c'est un exemple. Et dans les... vous parliez également de ceux qui font du bruit le soir, puis pendant que les enfants essayent de dormir. Bien, ça aussi, on l'a eu. Là. Quelqu'un qui a dit, durant mon enfance et adolescence, mes 2 idiots de géniteurs mettaient la télé trop forte lorsque j'essayais de dormir. Fait que ça, c'est venu chercher des gens. Josée, j'invente des histoires. Je suis... Tu sais, je suis comme toi. Je me fais des films dans ma tête puis j'y crois. C'est ça. Mais là, je suis très heureuse parce qu'on a lu tantôt un message que nous avons reçu d'une auditrice où elle disait que son garçon de 6 ans a reçu une évaluation en pédopsychiatrie en avril dernier. Haut potentiel avec anxiété de performance qui donne des symptômes de TDAH. L'école, si on résume, là, mauvaise communication entre les différents intervenants, ce qui fait que son fils s'est ramassé à faire des fugues, pensées suicidaires, etc. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour Geneviève. Bonjour. Geneviève, on vous écoute. En fait, c'est ça. Pour résumer, moi, mon garçon, depuis qu'il est plus petit, on avait fait tous les suivis, mettons, au CLSC, en orthophonie, avec une TES, avec une ergothérapeute, puis tout ça. Avec les comportements qu'il y avait et tout, on est allé en pédopsychiatrie. Moi, je pensais qu'il y avait comme des symptômes d'autisme ou des choses comme ça. Ouais. Par contre, par la suite, avec les résultats, tu sais, il a été pendant 2 semaines à tous les avant-midi. Puis ensuite, on a eu une rencontre avec tous les professionnels, dont le non-diagnostic, étant donné qu'il était quand même assez jeune, de haut potentiel, il est ressorti avec anxiété de performance et des symptômes de TDAH, mais pas purs.
Donc, avec le rapport médical qui a été fait, qu'ils ont envoyé à l'école, l'école n'a jamais pris en compte son dossier médical. Donc, quand il a commencé l'école en début d'année, son comportement a régressé. Puis tout ça, puis moi je l'avais dit et redit, tu sais, il y a un dossier, il y a un rapport médical, puis tout ça, puis ça a juste été regardé à la mi ou fin octobre à cause de la TES du CLSC qui est allé prendre contact avec l'école. Étant donné que j'étais comme une maman, ben j'avais peut-être moins un peu d'impact et plus émotive, donc c'est ça. Puis par la suite, ben là, tout a dégradé. Là, il passait pas la moitié des cours en classe. Il était tout le temps sorti à cause de son comportement. Jusqu'à ce qu'il dise un année qu'il voulait avoir un couteau dans le cœur pour mourir pour toujours. Regardez, Donc, Geneviève. oui. Bon, vous nous aviez présenté un tableau par écrit. Oui. Maintenant, on avait tous présumé que votre enfant était normal. Oui. Alors que là, vous nous dites que depuis qu'il est tout petit, orthophoniste, donc trouble de langage, travailleuse sociale, on ne sait pas pourquoi, ergothérapie, trouble de motricité, pédopsychiatrie, on ne sait pas pourquoi. Geneviève, c'est pas un enfant comme les autres. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ben, il n'y a rien qui est ressorti de pas normal parce qu'en fait, c'est comme le suivi normal avec le CLSC. Non. Et le suivi normal, un suivi normal avec le CLSC et l'enfant consulte en orthophonie, service social, ergothérapie, pédopsychiatrie. J'ai aucune idée de ce que votre enfant a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que votre enfant n'était pas normal pour avoir passé à travers tout ce dédale d'intervenantes? Non. Ce qu'ils m'ont dit, c'était du haut potentiel rendu en pédopsie. Il a juste fait des évaluations. Il n'y a jamais eu de... Regardez, Geneviève, pourquoi vous l'avez emmené en orthophonie? Il y avait un trouble de langage? Ben, il n'était pas rendu à la même place que tous les autres élèves étaient rendus. Il parlait beaucoup, mais c'était pas compréhensible. Bon, il y avait un retard de langage. Hein? Mais ils n'ont pas dit que c'était un retard de langage, un coup qui est allé là. Non, Geneviève, est-ce que c'est votre seul enfant? Non, j'en ai deux. Bon. L'autre, est-ce qu'il est né avant ou après celui-là? Après. Il est né après. Est-ce que l'autre avait un retard de langage? On a fait une rencontre en orthophonie aussi, qu'elle n'a pas continué les rencontres. Est-ce qu'il y a... Geneviève, avez-vous un conjoint? Oui. Il en pense quoi, lui, de votre enfant, là, de celui qui a 6 ans? Qu'est-ce qu'il en pense, là? Ben, au début, il disait que c'était moi qui étais trop intense, puis que je voulais... Ben, pas qu'il soit parfait, là, mais tu sais, que j'étais trop intense de le laisser aller, que c'était juste un petit garçon, puis qu'il allait évoluer comme qu'il allait être. Mais par la suite, avec l'évaluation qu'on a fait en pédopsie, puis tu sais, il a vu par après ce que moi j'ai vu avant. Donc maintenant, il est un petit peu comme moi, là, dans le même... il voit qu'il y a quelque chose, là, en fait, là. Ouais. Puis moi, j'avais jamais pensé que ça aurait pu être un haut potentiel, mais tu sais, je pensais que c'était autre chose, mais il n'y a rien qui a été sorti là-bas. Avant de se garrocher sur le haut potentiel, il y a un haut potentiel et un retard de langage. Pourquoi il a consulté en ergothérapie? Pourquoi vous l'avez emmené chez l'ergothérapeute? Bien, c'était le CLSC qui ont fait une référence pour l'évaluer en ergothérapie. C'est avéré qu'il n'y avait pas besoin de suivi. Bon, OK, il n'y avait pas besoin. Mais vous savez pas pourquoi le CLSC l'a envoyé en ergothérapie? Bien, c'était pour voir si sa motricité était correcte. S'il y avait un retard au niveau de ça aussi, la motricité fine, la motricité globale. Pourquoi il doutait au CLSC? Bien, c'est parce qu'il disait qu'il fallait qu'il fasse comme tous les spécialistes pour pouvoir aller en pédopsie. Fait que c'est pour ça qu'on a comme fait le tour pour monter un dossier pour aller en pédopsie. Dans quelle région, ça? À Québec. À Québec. Aïe. On monte, on fait parader. Vous êtes en train de nous dire qu'à Québec, on fait parader un enfant devant toutes les intervenantes avant, finalement, de la faire voir par la pédopsychiatre. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, là? Ben moi, dans mon cas, c'est ça qui est arrivé. Puis à chaque fois, il n'y avait rien de concluant. C'était vraiment juste une visite pour... Non, c'est ça. C'était juste des évaluations. Moi, je notais les comportements que je trouvais non adéquats. Puis avec ça, ben tu sais, moi, je l'envoyais avec la TES qui nous suivait, là. Puis elle, pourquoi qu'elle était là, la TES?
C'était, mettons, les comportements le matin, comment, mettons, monter une routine pour l'aider lui, comment, mettons, qu'on pourrait agir en fonction de certains comportements, puis tout ça, pour que ça aille bien. Elle, par la suite, elle a évalué à la garderie. Ensuite, elle a été l'évaluer à l'école. Geneviève, là, vous êtes en train de nous convaincre que cet enfant-là n'a pas suivi un développement usuel. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Bon, OK. On n'ira pas plus loin, là. C'est pas de... Vous savez, les intervenantes, régulièrement, manquent de courage avec les parents d'enfants. Je vous dis pas tout le monde. Dans ma carrière, après 40 ans de psychiatrie, j'ai été souvent confronté à de la lâcheté professionnelle. De dire les vraies choses, c'est ça? Oui, d'être franc avec les parents. Mais Geneviève, en tout respect, OK? C'est parce qu'on est là-dedans, là. Tu sais, on la sent, votre réticence. On la sent, votre volonté que votre enfant soit comme les autres, qu'il soit pas... Ça se peut-tu, ça, qu'il y a un petit deuil à faire de ça? Ben non. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il soit bien dans son environnement à l'école, que quand les choses ont été dites, que les personnes auraient dû agir en fonction de ce qui avait été donné en rapport, au lieu de remettre à plus tard un coup que les comportements ont aggravé. Je vous entends, mais l'école, c'est pas un centre de jour psychiatrique, là. Ah non, je sais. Vous savez, moi, je veux bien qu'on mette des standards extrêmement élevés chez les enseignantes, mais lorsqu'un enfant a été évalué par autant de professionnels, l'enseignante, là, écoutez, allez-y avec la pédale douce sur l'enseignante, d'accord? C'est un conseil que je vous donne. Oui. Bye. Merci Bonne beaucoup, chance. Geneviève. Merci d'avoir appelé. Heureusement qu'elle nous a appelés. Ça... Écoute, vous avez entendu. Oui. On va aller à la pause, Doc. On a Karine qui va être là au retour également. Est-ce que votre enfant, parce que des statistiques, il y a des enseignants qui nous écrivent en passant pour dire merci, là, vous êtes tellement dans ce qu'on vit, puis les enseignants se font tout le temps pointer du doigt. Alors, pas avec Maillot. Alors que finalement, il faut se regarder soi-même comme mère, comme père. Puis c'est cet exercice-là qu'on veut faire aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie du problème dans le fait que votre enfant a un trouble du développement d'apprentissage à l'école? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Gros chiffre ce matin dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Au moins un élève sur deux qui font partie des 200 classes régulières d'écoles publiques québécoises est en difficulté et a besoin de mesures d'aide particulières pour réussir. Et si c'était la faute des parents, au lieu de mettre ça dans sur certains cas, oui. Est-ce que ça vous inclut la problématique de votre enfant ou ça vous exclut? Parce que oui, il y a des problématiques qui n'ont rien à voir avec les attitudes parentales. Ça existe, mais il y en a d'autres. Il y a des difficultés d'apprentissage qui résultent directement ou en partie d'habitudes de vie, tension, stress, mauvaise alimentation, mauvaise qualité du lien maternel, etc., vécu à la maison. On va au téléphone. On va parler avec Karine. Bonjour. Oui, bonjour. Karine. Oui. Oui, moi, écoutez, je vais vous dire, j'ai eu maman de 7 enfants. Et puis, à l'époque où c'est arrivé, bon, ma petite fille qui est grandie à 10 ans, aujourd'hui, c'est sa fête, eh bien, elle avait 6 ans. Et puis, j'avais pas d'autres enfants, là, donc j'avais vraiment beaucoup de temps pour elle. Les deux autres étant un peu plus vieux aussi. Et plus, je peux pas dire normale parce que c'est pas qu'elle est pas normale, c'est juste qu'elle est différente. Et puis, ma fille, elle est à l'école, elle a fait sa maternelle, ça a été très difficile. Puis, je disais à l'école, écoutez, je le vois que ma fille est différente. Je le vois que ma fille a des besoins particuliers. Vous voyez que l'école voulait pas bouger. Puis, il me disait, on va faire un plan d'intervention. On faisait un plan d'intervention. Ça fonctionnait pas.
On faisait du renforcement positif. Ça marchait 24 heures. Ça revenait pareil. Elle avait des mauvais comportements. Très agitée. Elle disait comme des niaiseries, comme on peut dire. Et puis, moi, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide du CLSC parce que là, je voyais qu'à l'école, ça bougeait pas. Puis, je pense qu'en tant que parent, c'est pas toujours la faute du parent. Je pense plus que c'est de tenir... Karine, attendez un peu, là. Est-ce qu'on a dit que c'était toujours de la faute du parent? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimée, Dr. Maïs. Reprenez-vous. Oui. Bon, en fait, c'est que en tant que parent, je pense que souvent, on doit tenir notre bout avec les écoles. Je mets pas toutes les écoles dans le même panier, mais moi, souvent, l'école me dit, j'ai même eu une rencontre comme de quoi que c'était probablement le problème était chez nous. Mais moi, je faisais tout ce qui était en mon possible pour ma fille, jusqu'à la journée où je me fâche, puis que j'essaie d'aller voir le pédiatre de ma fille, qui est Dr. Guy Falardeau. Vous devez le connaître. Puis, Dr. Guy Falardeau, on a poussé l'école avec le CLSC pour qu'il puisse faire une évaluation à ma fille. On était rendu au mois de mai. Pendant tout ce temps-là, je me suis battue avec l'école pour qu'il fasse quelque chose pour ma fille, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y avait, parce que je voyais bien qu'elle était différente. J'en ai 2 autres qui fonctionnaient très bien à l'école. J'avais pas de problème. C'était toujours à recommencer. Elle s'était fait mettre 3 fois dehors de là. Si votre pédiatre... l'école... On entendait un petit peu, Karine. Oui. Si votre pédiatre est si grand que ça, comment se fait-il qu'il forçait l'école à évaluer votre enfant? Puis à établir, c'est pas l'école à évaluer une possibilité de trouble physique ou psychologique ou trouble mental chez l'enfant. Alors, votre enfant non, mais est différent. Ils ont des intervenants pour ça, là. Ils ont des gens qui travaillent pour eux pour ça, des pédopsychiatres, des affaires comme ça. Hey, ils ont tout ce panneau. Ils sont très avancés là-dedans. Là. Oh, ils sont connectés au plus pro. Non, Karine, arrêtez, là. Non, arrêtez-nous ça, là. Des pédopsychiatres qui travaillent pour des écoles, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, quand vous en aurez un... Écoutez, monsieur, Dr. Mailloux, ma fille a eu une évaluation privée grâce à son école. Fait que venez pas me dire qu'ils sont pas connectés avec les écoles. OK, ils l'ont référé à un pédopsychiatre. Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup de ressources par rapport aux parents que nous, on est comme vagues là-dedans. On ne sait pas où s'en aller. Puis là, avant de nous donner de l'aide, ils vont tout mettre sur notre dos souvent. Il y a beaucoup d'écoles comme ça qui vont pas aller faire d'efforts, qui vont dire, va t'en faire un problème. Oui, mais aidez-nous si nos enfants ont des problèmes. Référez-nous aux bonnes places, référez-nous aux bonnes places. Fait que moi, il a fallu qu'avec le CLSC, puis mon docteur, qu'on pousse pour avoir, puis ils n'ont pas développé, mais ils ont réussi à avoir un budget pour faire évaluer ma fille qui a été déclarée TDAH avec un trouble d'opposition sévère à modéré, avec un trouble anxieux. Puis ma fille, c'était la dernière chose que je voulais faire dans ma vie, lui donner une médication. Mais depuis qu'elle apprend sa médication, je vous garantis que cette fille-là est super géniale. Puis qu'elle va très bien, puis qu'elle est obligée de doubler une année pour qu'on bouge les choses, puis que sa vie avance. Bon. Karine? C'est plate pour ces enfants-là, ils se font mettre de côté par les autres aussi, ces enfants-là. Puis c'est dur pour un parent, ça. Karine? Fait que oui, des fois, c'est la faute du parent, mais pas tout le temps. OK, c'est correct. Alors, vous vous êtes exprimé. Maintenant, José, moi, je dois te dire que il appartenait au pédiatre de référer l'enfant en pédopsychiatrie si lui jugeait qu'il y avait besoin. Alors là, ils ont mis une pression. L'école aurait sorti un budget pour envoyer cet enfant-là se faire évaluer au privé en pédopsychiatrie. C'est assez particulier, alors que le pédiatre connaît très bien les pédopsychiatres de sa région. Surtout un individu comme Falardeau, il peut référer à qui de droit au besoin. Deuxièmement, Falardeau est un spécialiste, supposément, du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Alors, il aurait très bien pu médicamenter lui-même l'enfant. Je comprends pas la problématique. C'est comme les 12 travaux d'Astérix, alors qu'elle était déjà dans le cours. Là, Ben oui. Là, écoutez, on va prendre chaque histoire. Si on avait pu échanger, on aurait peut-être pu comprendre, mais quand quelqu'un est gazé à ce point, bon, OK, c'est correct. Mais on voit, tu sais, on entend comment que ça peut être prenant là, pour une mère. On la sentait, son émotion, voire même une détresse. Une conviction? Aussi. Bon, on poursuit. Éléments. Oui. On va au téléphone, on va parler avec Cathy. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Cathy. On vous écoute.
Moi, je vais vous parler de moi. Je suis née en 1970. On recule loin en arrière. À la maternelle, en 75, ils m'ont évalué que j'avais un comportement d'un enfant de 2 ans et demi. Et puis moi, j'étais très débrouillarde. Dans 1 an et demi, je m'habillais tout seul. Puis je me rends compte en étant adulte, présentant. Puis en plus, j'étais gauchère. Puis maman s'était rendue compte qu'elle essayait de me faire écrire de la main droite. Aussitôt qu'on est différent, on nous étiquette ou je sais pas trop. Puis j'ai fait de la récupération. Cathy, vous avez pris ça où, ça, cette affirmation-là? Aussitôt qu'on est différent. Non, c'est que quand on est différent... Racontez-nous pour vous. Alors là, vous êtes à la maternelle. Là, l'éducatrice de maternelle vous déclare d'un âge de maturation d'un enfant de 2 ans et demi. Oui. On découvre que vous êtes gauchère alors qu'on vous oblige à écrire de la main droite. Oui, et quoi d'autre? Parlez de vous. Maman, quand elle s'est rendue compte de ça, elle me laissait choisir. Puis ensuite, elle a dit au professeur que j'allais écrire de la main gauche parce que c'était vraiment de la main gauche que j'écris. Puis j'ai fait de la récupération toujours, puis je me rends compte aujourd'hui, adulte, que c'était le stress qu'on avait. Quand on est stressé, certains enfants, comme moi, parlez je suis manuelle. Pour vous, s'il vous plaît. Okay, moi. À moins que vous ayez... Êtes-vous une chercheuse? Avez-vous fait des travaux de recherche, des connaissances quelconques? Non. Les légendes urbaines, là, perpétuer des légendes urbaines, Cathy, vous n'êtes pas à bonne tribune. Fait que donc, vous, ça vous stressait? Oui, c'est ça que je me stressais, je me souviens de ça. Et quand j'avais un stress, c'est blackout total, j'oubliais tout. Fait que ça me posait une question, ça devait être ça qui arrivait dans le temps, que j'étais pas capable de répondre. Si vous étiez plus jeune, c'est arrivé il y a moins de 40 ans, on pourrait vous poser des questions précises. Mais vous avez 50 ans à l'heure actuelle, là. Oui. Alors, je me vois mal vous poser des questions sur 7, 8, 9 ans. Hein? N'est-ce pas, Cathy? Alors, vous avez dit ce que vous vouliez dire. Effectivement, lorsqu'un enfant est stressé, ça interfère avec la capacité d'apprentissage. Oui, parce que même aujourd'hui, adulte, je pratique des discours. Oui. Puis je vois que ça fait la même chose. Parfait, Cathy. Bonne journée. Oui, bye. Je vais vous lire un texto qu'on a reçu. Famille recomposée. Le fils de mon conjoint, à partir de 7 ans, a été diagnostiqué. Problème à l'école de concentration, comportement agressif. Sous recommandation de l'école et le médecin de famille, il lui donne une dose de Concerta de 54. Ils lui ont même donné 72 mg. Leur argument, il ne réussit pas parce qu'il ne peut pas se concentrer, donc médicament. J'étais contre ceci. J'ai décidé de le prendre sous mon aile. Et en discutant avec lui, j'ai compris qu'il vivait beaucoup de peine et de stress. Je l'ai mis en confiance. J'ai travaillé les devoirs avec lui. Après 1 an, il a changé du tout au tout. Il bat des records au niveau de ses notes. Un super comportement. Je crois que le soutien que je lui amène a été primordial. Je me bats maintenant pour faire baisser sa médication et qu'il soit évalué par un pédopsie et non un médecin de famille. Le soutien est primordial. Dans certains cas, effectivement, il se peut que ce soit une erreur de diagnostic. Merci d'en témoigner. Et sais-tu pourquoi on peut soupçonner beaucoup une erreur de diagnostic dans le cas de cet enfant-là? Ça a pris 1 an avant de donner un résultat. Alors que lorsqu'il s'agit d'un TDAH, ça prend 20 minutes. OK. Disons que je connais le domaine. OK. On va poursuivre au téléphone. On va parler avec Diane. Bonjour. Bonjour. Diane. D'abord, Bonjour, Dr. Mailloux. Je vais vous dire d'abord, dans un premier temps, comment je vous apprécie et que je suis contente d'être sur la route pour vous entendre aujourd'hui. Je n'ai pas souvent la chance. Je vais vous parler de mon expérience à moi. Je suis une mamie. J'ai un petit-fils qui est autiste modéré. Et naturellement, quand il est venu au monde, ça venait pas avec cette identification-là. On l'a appris avec le temps. Mais cet enfant-là, moi, où je parle de la responsabilité des parents, c'est que ses parents, mon fils et sa femme, c'est sûr qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Ils ont même failli se séparer. La mère était dépassée par le comportement de l'enfant, qui avait beaucoup de crises. Mais comme grands-parents, il faut aussi être là. C'est pas juste la responsabilité des parents. Moi, j'ai soutenu, à la façon dont j'ai soutenu mes enfants, mon petit-fils, c'est de le prendre. 1 fois par semaine, il venait coucher chez moi et je donnais une pause à la mère. Oui. Et la mère, et on l'a observé beaucoup, cet enfant-là. Et le médecin de cet enfant-là disait,
Ah non, non, c'est juste des troubles de croissance, ils parlent pas, c'est un retard de développement. Et nous, là, comme parents puis grands-parents, pas ça qu'on voyait. Donc, Mabru a fait des demandes et a fait des démarches pour faire évaluer qu'est-ce qui se passe avec lui. Moi, je doutais beaucoup parce que je suis une intervenante dans la vie, je doutais qu'il était autiste, mais c'est pas de mes affaires. Je disais à mon fils, je doute que ton fils a quelque chose, mais je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas un médecin, moi. Il faut pas écouter les affaires de tout le monde. Donc, ils ont fait évaluer et à l'âge de 3 ans et demi, on a appris qu'il y avait un diagnostic d'autiste. Si vous verriez, Dr Mayou, cet enfant-là, qui ne parlait pas, qui disait pas un mot, qui nous frappait, qui criait, qui mordait tous les enfants à la garderie. Aujourd'hui, il y a 6 ans et demi, mon beau Zachary. Il est parfait bilingue. Puis quand je suis énervée, il me dit « Relax, mamie ». Il va très bien. C'est encore un enfant autiste avec des limites. Mais l'écoute des parents, la disponibilité des parents. Vous avez parlé d'alimentation. Mabru est à cheval sur l'alimentation. Il mange très bien. Le matin, est assis à côté de lui quand il déjeune. Quand il joue à des jeux, quand il s'intéresse à quelque chose, elle s'intéresse à ce qui l'intéresse. Voyez-vous, il faut les écouter puis les observer, ces enfants-là, puis il faut être présent. Même ça, elle travaille, Mabru. Elle a continué sa carrière, mais le temps qu'elle donne à son enfant, puis les garderies qu'elle a choisies, c'est des garderies spécialisées. Ils ont tout mis pour aider. Quand il va aller à l'école, on ne reprochera pas au professeur de ne pas être correct. C'est notre responsabilité. C'était pas non plus la faute des éducatrices. Si le petit mordait du monde. Voyez-vous, on met ça. J'écoutais une dame qui vous parlait tantôt, puis on dirait que les gens cherchent à se déresponsabiliser en cherchant un coupable. En cherchant à l'extérieur. C'est qui a le pouvoir de donner un diagnostic? Mais c'est pas juste un diagnostic. Comme parent, j'écoutais la madame tantôt, je me disais, c'est à elle l'enfant. Pourquoi qu'elle attend que quelqu'un lui dise qu'est-ce qu'il y a? Moi, je m'en fous du diagnostic. Ce que je sais, c'était les limites qu'il y avait, puis sa façon d'être. Puis je savais que si on le couchait, sans l'avoir calmé avant, il nous faisait une crise. Il faut l'observer puis l'écouter. Mais ça, c'est une job de parent. Moi, je suis un peu tannée d'entendre que c'est la faute de tout le monde, sauf les parents. Vous avez tellement Diane, raison. merci beaucoup de votre appel. Puis savez-vous ce que je remarque par rapport au sujet? Je trouve ça extrêmement beau de vous entendre parler en positif de votre belle-fille, de votre bru. C'est vraiment, là, ça m'a marqué. Ouais. Ah oui? Oui, je trouve ça... Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ma bru, parce que vivre avec un enfant autiste, surtout avant qu'on sache le diagnostic, c'est très difficile comme mère. Je suis une mère, je sais ce que c'est, et je pouvais comprendre sa détresse. Mais il faut être là, comme pas juste les parents, les grands-parents, vous êtes où? En Floride. Nous, Vous avez vu le reportage là, d'une semaine de la TVA sur nos snowbirds là, qui sont... Écoutez, ça a à peine 50 ans, 55 ans, 58, puis c'est tout en train de se faire retirer la palette là, en Floride. Ça, là, Bye. c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Diane. Bye. Et moi, je les trouve bien chanceux de pouvoir faire ça, ceux qui sont en Floride. Maudite perte de temps. Non, mais Perte d'énergie, perte d'une génération. tu peux travailler pour être en Floride. On n'a pas vu tous les mêmes reportages. Il y en a qui gagnent leur vie en Floride sous le chaud soleil aussi. Là, ne dévions pas du sujet. Alors, je vais lire un texto et on va aller à la pause après. Femme 41. Oui. Parce que je trouve que ça prend de l'humilité faire ce qu'elle a fait. Elle dit enfant 9, 11, 13. Ma grande TDA. Ma petite TDAH. Je pense définitivement qu'elle serait meilleure à l'école si j'avais plus le temps de les faire étudier. Je travaille à temps plein. Mon mari, leur papa, les a aussi aidés que très rarement. Quand on s'y met, on voit la différence. Triste réalité, mais je suis brûlée. Je fais affaire avec des tuteurs, des orthopédagogues pour aider, beaucoup de sous. Bon, madame, on va appeler un chat un chien. Le papa ne les a aidés que très rarement. Est-ce que j'ai bien entendu? Oui. C'est bien ce que tu dis? Oui. Tu trouves pas ça un peu indécent qu'un homme, que le géniteur, s'occupe si peu de son clan, mais il se fait appeler papa? Quelque chose d'indécent, là, madame. Il ne mérite pas le mot papa, c'est ça.
C'est aux enfants à appeler le père papa s'il en est digne. Là, vous êtes en train de vendre une salade à vos enfants à l'effet que leur géniteur est un papa alors qu'il ne les aide que très rarement. Aïe aïe! On en profite pour réfléchir à l'occasion. On va à la pause et au retour, on va parler avec Julie. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, c'est sûr que ça remet en question beaucoup de personnes, notre sujet d'aujourd'hui. Puis savez-vous quoi? C'est ça le but. C'est ça l'objectif, de se remettre en question. Parce qu'une nouvelle, c'est une nouvelle incroyable, sérieusement. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment relu pour savoir si j'avais bien compris. Au moins, puis là, on parle des classes régulières d'école publique, là. Au moins, un élève sur 2 est en difficulté et a besoin de mesures d'aide particulières pour réussir. Dans certaines classes, là, parce que, tu sais, là, on fait le prorata selon le nombre de classes, le nombre d'élèves en difficulté, mais dans certaines classes, c'est carrément la moitié de la classe qui a un plan de mesure, là. C'est pas... On faut penser, tu sais, des fois, on dit les enseignants, c'est le fun, ils ont l'été de congé, mais peux-tu vous dire que c'est assez mérité, là, quand toute l'année, tu travailles avec la moitié de ta classe, avec des mesures qui ont des problèmes d'apprentissage, de position, de toutes sortes d'affaires, ça doit être terrible, sérieusement. Mais là, la question ce matin qu'on pose, parce que là, c'est très facile de dire, c'est à cause de l'école, c'est à cause des enseignants, c'est à cause de ci. Ce qui revient beaucoup comme sujet aussi, que pense le doc des tablettes, des jeux électroniques, des téléphones, etc.? Je vous la pose, là, parce que ça revient beaucoup en texto, là. Insignifiant. Bon, parfait. Le problème n'est pas là. On reviendra là-dessus, OK? Wow, dans une autre émission, même peut-être la semaine prochaine. Le problème n'est pas là. Parfait. Et la question qu'on pose, oui. Se pourrait-il que certains parents, dans certains cas, aient une part de responsabilité? Oui, et puissent influer sur la capacité d'apprentissage de leurs enfants, de leur progéniture, à très court terme. Hey. Alors, il y a une solution dans certains cas, dans un pourcentage. On ne le connaît pas. Mais sur le 1 sur 2 dans les classes régulières qui ont été écrémées au public, 1 sur 2 qui a un plan d'intervention. Il y a des plans d'intervention que si les parents avaient des meilleures habitudes de vie, cessaient de chicaner la maison, se préoccupaient du bien-être de leurs enfants, alimentation et activité physique, il y en a plusieurs qui débarqueraient sur les plans d'intervention. Bon, ça, c'est un fait. Mais je ne peux pas vous dire quel est le pourcentage. On va au téléphone, on va parler avec Julie. Bienvenue dans l'émission, Julie. Salut, ça va bien? Julie. J'appelle, puis le hasard fait bien les choses. Là. Moi, je suis pro-enseignant et tout, là, puis je comprends très bien votre point. Mais le hasard fait bien les choses. Je suis celle de laquelle vous avez lu le texto, juste avant la pause. Puis, en me relisant, je trouvais que j'avais comme blâmé mon mari sans donner trop d'informations, puis vous avez exactement catché la même chose, fait que je voulais vous appeler. Oui. En fait, le mari n'aide pas au niveau scolaire parce qu'il n'est pas super scolarisé. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça. Des fois, il est bon en maths, fait que je lui donne des mandats pour expliquer des problèmes de mathématiques, le périmètre, même l'algèbre. Ça va. Mais en français écrit, on oublie ça. Il peut faire réciter... les productions orales, disons. Ça, il n'y a pas de souci, là. Tu regardes ta feuille. Mais vous, il vous aide. aide faire répéter des mots de vocabulaire. Mais Julie, vous... Oui, c'est ça notre deal. C'est ça notre deal entre nous. Puis, lui m'aide-moi. Nous, on a 3 filles. Lui m'aide-moi à bien m'occuper de mes filles, entre guillemets. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis là, mais c'est un peu ça. On a 3 filles, ils font de la danse. C'est pas vraiment à lui à se mêler trop de leur costume, des achats de maquillage, des achats de... Tu sais, fait qu'on est... Les rôles sont assez définis, tu sais, il est pourvoyeur. Fait que c'est pas vraiment là-dessus que je voyais le problème. C'est moi aussi, mais c'est nous. C'est le fait que je travaille à temps plein, je suis brûlée, puis j'ai 3 enfants, puis je suis la folle qui est impliquée un peu partout. Je suis la présidente de l'association des parents du primaire et du secondaire, là, à l'école de mes filles. Je suis impliquée au travail aussi, je fais du bénévolat, je suis impliquée dans les fondations. Puis, tu sais, j'aide mes enfants là,
parce que j'adore la pédagogie. Mais Julie, j'ai une pour être question prof. pour vous. J'ai une question, OK? Allez-y. Puis vous allez peut-être pouvoir me guider. Tu sais, je vous écoute. Pourquoi embarquer dans d'autres affaires alors que vous dites que vous êtes trop brûlé pour vos enfants? Pourquoi pas vous concentrer juste sur vos enfants? Bien, deux choses, puis j'ai peut-être tort, là, deux choses. Mais j'aime vraiment ça, tu sais, faire la différence, le bénévolat, puis tout ça. Puis j'ai dit que j'étais brûlée pour l'ensemble de mon œuvre, mais ma question, peut-être au Dr Mailloux, ma grande et ma petite n'aiment pas l'école. OK, celles qui ont TDA. Ma fille du milieu, là, elle performe là, des 90 mais plus. Mais ma petite, ma grande, ils n'aiment pas l'école, ils mettent pas l'effort, puis on le voit. Si on s'assoit, on étudie, tu sais, comme un chien, là, puis on apprend par cœur l'histoire, là, elle va avoir une super bonne note le lendemain à l'examen. Mais après, ils vont l'oublier parce qu'ils n'en ont rien à cirer. Mais à quel point, tu sais, le soir, on devrait s'acharner, puis tout ça. Puis, fait que je le sais que c'est moi. Tu sais, je le sais que c'est notre la façon qu'on vit, c'est la façon qu'on vit le soir, là, tu sais, qu'à un moment donné, les filles sont brûlées, fait qu'on arrête là, de les faire étudier. Je ne sais pas si je suis dans le bon chemin, mais je sais que ça part de moi, là, ou de nous, là. Parlez-nous de vous sur le plan scolarité. Qu'est-ce que vous avez terminé comme scolarisation? J'étais en train de finir pour être enseignante du français en langue seconde. Puis j'ai eu une promotion à mon bureau, puis j'adore ce que je fais. Donc, je suis restée là, fait que j'ai pas terminé mon bac pour être enseignante. Mais fait que j'étais rendue là. Vous étiez rendu là. Et votre conjoint, qu'est-ce qu'il a terminé comme scolarité? C'était un petit peu atypique. Il a fini son secondaire. Pour de vrai, je suis pas sûre qu'il a fini son cégep. Il est un peu à l'université, mais pour faire des cours spécifiques. Lui, a une compagnie de construction. Puis, tu sais, il enseigne à l'université certains modules par année. Fait que c'est ironique, là. Il n'aime pas l'école, mais il enseigne un peu quelques modules de la construction. Mais secondaire 5, c'est sûr, là. Il n'y a pas les autres diplômes. Il a flirté avec le cégep et l'université, là. Puis il a flirté avec le cégep et l'université, puis il enseigne à l'université, dans certains modules. Eh bien. Oui, ils vont chercher dans des universités spécialisées, ils vont chercher des spécialistes et non des pédagogues ou peu importe ton diplôme. Avez-vous idée pourquoi que je vais vous encourager à continuer de vous impliquer au niveau de vos présidences et puis de votre bénévolat? Pourquoi? Pour que vous laissiez votre plus jeune et votre plus vieille tranquille. OK. Continuez vous avez l'impression que j'ai une mauvaise influence? Vous ne pouvez pas me laisser comme ça, là. Comment vos deux filles, votre 9 ans et votre 13 ans, vous trouvent? Ça va bien, là. Je veux dire, si on est dans un party puis je danse, la grande peut avoir un peu honte de moi, puis après ça passe une phase. On a une bonne collaboration. OK. Ils sont contentes que je sois impliquée à l'école parce que ça leur donne des pseudo-privilèges, là. Puis Oui. l'impression qu'on a une voix, puis vous avez l'impression... Oui, parce qu'au niveau de l'autonomie, là, avec la grande de 13 ans, on est mal barré un peu, là. Hein? Non, je sais qu'il y a des trucs qu'elle pourrait faire... Combien d'heures de scolarité supplémentaires à ce qu'elle endure à l'école, vous lui faites subir le soir après l'école? Par jour, en moyenne? Non, pas tant. Non, c'est ça le problème. Pas tant, je dirais... À peu près? Ça, elle le fait toute seule. Je dirais même pas une demi-heure par jour parce qu'elle danse 6h30 par semaine. Ils font des... font des cours de danse. Fait que c'est pas tant, puis c'est là que je me suis... C'est là que j'ai accepté, puis que j'ai arrêté. Mais je trouve que... Je sais pas, j'ai l'impression que si je la forçais à faire 1 heure par jour... ce serait mieux, mais on peut pas. Ça marche pas. Elle aime pas ça. Je veux qu'elle garde sa joie de vivre. Je veux qu'elle continue à être heureuse. Qui vous a dit qu'1 heure par jour, ce serait mieux? Qui vous a mis ça dans la tête? Personne, parce que souvent, les enseignants, ils disent 30... Non, je veux dire, souvent, les enseignants disent 30-45 minutes, puis ça va, puis après, on arrête. Non, j'ai l'impression qu'elle aurait ce besoin-là parce qu'elle a 67 en mathématiques ou 49 en mathématiques, tu sais. Je me dis que
c'est en forgeant qu'on devient forgeron, là. Oui, ben vous avez beaucoup de... Vous avez des beaux principes. Continuez à vous tenir très occupé. D'accord? Bye. Bye. Faut faire ça. Je pense qu'elle a compris. C'est important qu'elle soit occupée parce que si elle jette toute l'énergie qu'elle a sur la plus vieille et la plus jeune, là, le chien va pogner dans la maison. OK. On va aller à la pause. Au retour, on va parler, on a entre autres Jean-Philippe, Kevin et Nancy qui sont en ligne pour nous parler. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Sans plus tarder, on va aller au téléphone parler avec Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Jean-Philippe. Oui. On vous écoute. Yes, papa de deux petits bonhommes. Ah oui, mais en premier, je revenais sur quoi que vous avez vous-même dit au début. Tous les professeurs, ceux qui lead le show, on va dire, depuis le début du parcours scolaire de mes petits bonhommes, je pense que j'ai pas un professeur que j'aurais un mot négatif à dire. Ces gens-là sont admirables de ce qu'ils font, de rester aussi droit, d'être pareil avec chacun des étudiants qu'ils ont. Là-dessus, je les admire beaucoup. J'aurais énormément de difficultés à faire leur travail. Première des choses que je veux dire. Allez-y. Deuxième des choses qui est un peu moins positive, la cote que vous avez parlé tout à l'heure était quoi? C'était un élève sur deux avait besoin d'un programme pour les aider. C'est ça que j'ai pu comprendre. Ma question aujourd'hui, c'est ça se peut-tu qu'on exagère un petit peu? Une petite affaire. Ça se peut-tu que la machine à saucisse dans les écoles primaires, on va dire, parce que c'est ce que je connais, quand tu as le bras dedans, là, c'est pas trop long que le body passe au complet, puis qu'on va un peu loin. J'ai deux petits bonhommes qui sont en difficulté d'apprentissage, mais au niveau du français. Pour toute autre matière, ça avance bien. En mathématiques, c'est des vrais petites bols. Ils ont de la misère en français, puis là, moi, je vais m'accuser, moi. On lit pas assez à la maison. C'est pas compliqué. Il faudrait plus les faire lire. Il faudrait que je leur montre moi-même à m'asseoir et lire devant eux. Ça devrait les stimuler à faire peut-être la même chose. Je pense que le problème pour le côté lecture français, ça vient de là. Ça vient carrément de là. J'ai aucun problème à m'accuser sur ce niveau-là. Mais quand mes deux petits bonhommes sont tombés dans... Oui. Jean-Philippe, l'accusation est trop facile. Là. Alors non, il y a des enfants que même s'ils lisent davantage, ils ont des problèmes d'apprentissage. Le français, c'est pas facile pour tout le monde. Là. Je dis ça alors, parce que s'ils sont bons ou s'ils sont bons en mathématiques, mais votre accusation, là... D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que d'un côté... Vous parlez des enseignantes comme étant extraordinaires, d'un autre côté, vous référez à leur système comme étant une machine à saucisses. Comment vous conciliez ça? Je vais illustrer mon propos, si vous voulez. L'affaire de machine à saucisses que je vous parlais, c'est tout ce qui est en arrière des enseignants. Les pédopsychiatres, je suis pas à l'aise avec tous ces termes-là, fait que je ne commencerai pas à nommer des domaines de travail que c'est pas le bon nom, là, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais vous, avez vécu avec vos enfants, là, pour que vous puissiez... Moi, ce que j'ai vécu, là, parfait, mon plus vieux a problème d'apprentissage, on va faire un plan d'intervention, rencontre de plein de psychologues, et même à un moment donné, on est allé dans une rencontre, je pense qu'il y avait pas loin de 12 intervenants dans le local. Quand je me suis assis là, j'ai dit, mon Dieu, mon fils, c'est tombé problématique. Oh non, inquiétez-vous pas, là, c'est juste un problème par rapport au français. Mais la rencontre, lorsqu'elle est terminée, c'était clair et net. Il faut médicamenter vos enfants, M. Mathieu. Moi, je leur ai dit, j'ai dit, quoi, faut-tu que je leur donne des médicaments jusqu'à qu'on fait du français? Parce qu'ils sont bons en maths, ils sont bons dans le reste, mais vous me parlez qu'il faut les médicamenter. On est arrivé à mon deuxième enfant, ça a été la même chose, même type de rencontre en haut lieu pour finir par dire qu'il faut absolument les médicamenter, il faut vraiment les médicamenter. Il a le même profil que son frère. Mathématiques, ça va bien. C'est la difficulté d'apprentissage en français. Attendez un peu. Lorsque vous dites, vous avez mentionné qu'ils étaient bolés en mathématiques. Oui, non, par rapport à la moyenne. Êtes-vous capable d'écouter de temps en temps? Oui. Je vais vous envoyer prendre une pilule si vous continuez. Alors là, vous avez mentionné que vos deux enfants étaient bolés en mathématiques. Est-ce que, par rapport à la moyenne de leur groupe, ils se situent où? Au-dessus. Au-dessus. Facile à dire. Là, pour les mathématiques, là, je n'ai pas de problème à dire. Beaucoup au-dessus ou un peu au-dessus de la moyenne du groupe? On va dire un peu. Pour doser tout ça, on va dire un peu au-dessus. Bon. Un peu au-dessus de la moyenne. Ouais. Vous savez,
un enfant qui a un trouble d'apprentissage, je profite de votre appel pour le dire aux auditeurs, un enfant qui a un problème d'apprentissage ne réussit pas en mathématiques au-dessus de la moyenne de son groupe. Est-ce que c'est un groupe normal ou c'est un groupe d'enfants problématiques? Non, c'est des classes normales. Des classes normales? Oui. Alors là, j'ai un peu de misère avec le caucus de 12 intervenants, alors que vos 2 garçons sont au-dessus de la moyenne. En mathématiques. En mathématiques, oui, et on voudrait leur faire prendre des pilules. Il n'y a pas de pilules spécifiques à l'apprentissage du français. Et j'en profite alors juste que vous pour êtes faire au-dessus de la moyenne. une parenthèse. Femme 31, même chose pour ma plus vieille. Les enseignants voulaient la médicamenter parce qu'elle avait des difficultés en français, mais 90 à 100 dans les autres matières. Aïe, aïe. Non, attendez un peu, là. Il y a des êtres humains qui ont une espèce de prédisposition naturelle à avoir de la difficulté à acquérir la connaissance approfondie d'une langue ou de des langues, alors qu'il y en a d'autres qui ont un talent là-dedans. C'est important qu'au bénéfice des auditeurs, qu'on le mentionne, là. Oui. Continuez. Ben, il y a peut-être une petite variante que j'ai oublié de vous dire. Selon des tests ou des rencontres qui avaient été faites, là, il disait que mes 2 petits bonhommes étaient orthographiques. C'est tout ça le terme? Mélange des lettres un petit peu, il inverse des PDB. Mais moi, je me demandais, c'est juste normal, rendu en 2e année, 3e année, 4e année, qu'il y ait une matière qui tire un peu de la patte, puis que là, on embarque tout ça dépend des enfants. Non, ça dépend des enfants. Alors oui, il y a parfois des intervenants qui veulent justifier leur emploi. Ça peut exister. Ah, merci de ça, ça vient d'entendre ça, madame. Bon, ça peut exister qu'il y a des intervenants qui veulent justifier leur poste. Puis là, je généralise pas, là. Comme vous dites, ça peut exister, là, ça. Comme je vous dis, ça fait du bien de l'entendre. Je comprends qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont eu affaire avec d'autres intervenants, que c'était nécessaire, que ça leur a donné une bonne chance dans la vie, on va dire, de bénéficier de ces intervenants. Ils sont rendus à quel âge? Ils sont rendus à quel âge, vos 2 garçons? 8 et 10. 8 et 10. Puis ils en prennent-tu, là, des médicaments? Non. Vous avez résisté? Et est-ce qu'ils réussissent à passer leurs années scolaires? À date, oui. OK. À date, oui. Je leur ai fait faire un peu plus de sport, sans exagérer, mais en mettant un petit peu plus. Jeux vidéo, ils en jouent normalement. Alimentation, on mange pas des bonbons d'Halloween pour déjeuner. Comme tu dis, OK. Vous-même, avez-vous eu des difficultés particulières pendant votre scolarisation? Oui, exactement. J'ai le même problème que les autres. J'ai la misère des fois un peu à me concentrer. Ça bouge beaucoup. Non, étiez-vous aussi bon? Encore là. Oui. Étiez-vous aussi bon en mathématiques lorsque vous étiez à l'école que vos fils le sont? Oh, oui. Oui, puis c'est sûrement ce qui m'a apporté d'envie de faire ce que je fais aujourd'hui avec le peu de scolarité que j'ai. Mais comment ça se fait que vous étiez bon en mathématiques puis vous avez peu de scolarité? Comment vous dites, excusez? Comment se fait-il que vous avez cessé tôt votre scolarisation si vous étiez bon en mathématiques? La vie, je vous dirais. Des fois, ça va vite, hein? On arrive à 16 ans, on a besoin de travailler, on a besoin de vivre. Bon, OK. Et de se mettre un peu de côté, il y a des choix de vie qui changent. Oui, puis parfois, on peut essayer de romancer ou de distorsionner un peu notre histoire personnelle, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, ça va raison. Bye, merci. Bye, Jean-Philippe. La femme 35, pareil pour moi, bonne dans tout, sauf en maths, et je me fais harceler pour médicamenter mes 2 filles. Eh boy, moi, j'aurais eu des pilules pour les mathématiques, là, ça m'a vous dire ça. J'étais pas très bonne en mathématiques. Eh boy, je t'assure que la pilule, elle a le dos large, là. Un trouble d'apprentissage est une difficulté importante à performer au niveau de ses capacités dans toutes les matières. Quelqu'un qui excelle en français puis qui est faible en mathématiques, ça peut être une caractéristique de l'enfant, pas d'un trouble déficitaire de l'attention. Voyons. Ouais. On va aller à la pause. Doc, au retour, on a Kevin et C'est un peu du n'importe quoi, là. Pour
nous rejoindre en studio. 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Nous sommes de retour, donc, dans cette émission qui fait, je le mentionne, là, qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. Si vous venez de vous joindre à nous, juste vous rappeler qu'aujourd'hui, dans le journal, on apprend qu'il y a un élève sur 2 qui est en difficulté et qui a besoin de mesures d'aide particulières. Donc, et ça, c'est dans les classes régulières d'écoles publiques. Et là, on va aller au téléphone parler avec Nancy. Bonjour, Nancy. Bonjour. Nancy. Merci beaucoup pour votre émission. Ça me fait grandir, une chance que vous êtes là. Dans le fond, moi, je suis mère de 2 enfants. Un de 7 ans, 2 garçons, un de 8 ans. Oui. Mon plus vieux a eu des troubles du langage, puis il a aussi eu des troubles au niveau de l'apprentissage. Oui. Fait qu'il a doublé sa 2e année. Fait que là, présentement, mes 2 garçons sont en 2e année. Oui. Puis mon plus jeune, lui, excelle en mathématiques, mais le français, il aime pas ça. Fait que, tu sais, on fait les devoirs puis tout, mais je mets pas de pression sur lui. Ça existe, là, des gens qui feront pas de l'université. Oui. Mais il y en a qui vont se rendre à l'université qui avaient beaucoup de difficultés avec l'apprentissage du français. Pour des raisons qu'on ignore, et probablement que les neurosciences vont nous renseigner dans l'avenir là-dessus. Lorsque vous dites qu'il excelle, votre 2e en mathématiques, par rapport à la moyenne de son groupe, il se situe comment? Très haut. Il y a 100%, 95%, 98%. Ben oui. Alors, la nature lui a donné un bon coin de cerveau pour ses mathématiques, puis le coin de cerveau pour la langue, pour l'apprentissage de la langue maternelle. Oh! Exactement. Puis c'est la même chose pour moi, qui j'ai toujours excellé en mathématiques, et pour mon conjoint aussi. Oui. Il y a probablement qu'on va découvrir une facilité génétique ou un apport génétique dans cette histoire-là. Et c'est probablement au niveau de la configuration du cerveau, du fonctionnement de certaines régions, je ne sais pas trop quoi, mais les neurosciences vont nous éclairer là-dessus, ça, je peux vous le garantir. Il excelle dans les sports. C'est un petit garçon de 7 ans qui démonte un moteur, puis il le remonte. Oui, il est débrouillard. Exactement. Fait que l'école nous a demandé de le médicamenter, de faire des démarches pour qu'il soit meilleur à l'école. Mais personnellement, je vois pas l'utilité de le médicamenter ou d'aller avec des démarches. Puis, tu sais, le français, il va l'apprendre. Moi, le français, j'ai toujours eu de la difficulté. Puis j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait quand j'étais allée au cégep. À partir de quel âge? À quel âge vous êtes entré au cégep? J'avais 18 ans. Pour des raisons que j'ignore, dans ma vie professionnelle, j'ai souvent entendu beaucoup de monde, hommes et femmes, qui m'ont révélé que leur problème d'apprentissage en français s'était amélioré notablement à 18 ans. Pourquoi vous pensez que je vous ai posé la question? Ben, c'est ça. C'est exactement ça qui s'est produit. Ça s'explique comment, ça? Oh, j'ai aucune explication. C'est une connaissance empirique. J'ai appris ça sur le tas, puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'est souvent révélé. Problème majeur. Oui? Exactement. J'ai eu toujours de la difficulté en français, puis j'ai fait de l'université. Mon conjoint, lui, a un très bon emploi. Il est technicien en gaz propane. Oui. Puis, tu sais, il est allé au professionnel. Il n'a pas fini son 5e secondaire, mais je vois pas pourquoi il faut pousser nos enfants à exceller dans les matières quand que il existe tellement de métiers aujourd'hui qu'il fera ce qu'il aime. Aussi. Même s'il n'aime pas l'école. Mais ce qui est capital dans votre intervention, c'est que votre jeune de 7 ans excelle en mathématiques. Donc, il n'y a pas de trouble à apprendre les mathématiques. Ça, c'est un constat, là. Et vous, si on parle de 100% puis de très haute performance en mathématiques. Ben oui, puis il est rendu dans la division, tu sais, il est même avancé. Il me demande des choses que c'est alors, pas son âge, mais on se réjouit de son talent,
son aptitude à apprendre les mathématiques. On s'en réjouit, Nancy. Merci. Bye. Merci à vous. Oui. Bye. On va avoir le temps de parler rapidement avec Kevin. Bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Kevin. On vous écoute. Oui, vous m'entendez bien? Oui. 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 Moi, je suis beau-père de 3 jeunes beaux-enfants. Moi, je n'en ai pas à moi. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans le fond, le plus vieux va à l'école, il y a 10 ans. Puis, l'horaire de changement de garde est assez complexe. C'est pas une semaine sur 2. Là. C'est 2 jours, après ça, ils repartent 3 jours, puis tout ça. Puis le problème que je pense, là, c'est que c'est pas la même discipline là, chez leur père et chez leur mère. Chez leur mère, il y a des règles à respecter, puis je pense que c'est le même dans pas mal tous les foyers. Mais chez leur père, quand ils reviennent, là, ils sont complètement fous. Là. Ils sont habitués toujours à se faire dire oui sur tout. Puis je pense que ce jeune-là est mêlé dans cette situation-là. Est-ce que ça se peut? Tout se peut. Théoriquement, tout est possible. N'importe quoi. Alors, ça se peut qu'il soit mêlé. Parce que moi, c'est ça, je suis en relation avec cette fille-là depuis 3 ans. Puis, avant, quand ils étaient ensemble, là, ce jeune-là pétait des scores à l'école, puis tout ça, c'était, on peut appeler ça une bête. Mais c'est ça que ma conjointe m'expliquait, que depuis la séparation, nous autres, il y a eu 1 an entre ce laps-là. Puis ça a changé du bout au bout. Là. Ce jeune-là, c'est un jeune super intelligent, mais on dirait qu'il y a de problème de concentration. Puis ça, là, même si les professeurs nous en parlent que ça a changé depuis ce temps-là. Vous savez, ça se peut que l'enfant soit super intelligent, mais pas sûr que les 2 géniteurs le soient tout autant. OK. C'est des choses qui arrivent. Ça aussi, ça se peut. Parce que nous autres, même dans les devoirs, quand le jeune arrive, ben, tu sais, souvent, on le sait qu'il aime ça, écouter ses vidéos sur YouTube, puis jouer à Xbox, tout ça. Mais, tu sais, on force vraiment, c'est pour que, quand il arrive de l'école, ben, tu sais, il y en a à peu près pour 10 minutes de faire ses devoirs, là. C'est pas long, c'est de repratiquer des choses qu'il a vues dans la journée. On pousse là-dessus, mais il est souvent en train de nous dire, ben, chez papa, je suis pas obligé de faire mes devoirs, chez papa, ben, je suis pas obligé de faire ci. Mais je pense que ça marche pas de même. Kevin? Oui. Vous savez, est-ce que vous saviez que les enfants peuvent mentir? Oh oui, ça je le sais. Ah oui, ça je le sais. Ah, vous saviez ça? Oh oui, ça je le sais. Alors, ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Ça se peut que ce soit vrai, comme ça se peut que ce ne soit pas vrai. Est-ce qu'il y a une nouvelle femme dans la vie du géniteur? Oui. Puis souvent, là, le plus vieux arrive, là, puis il est comme bouleversé de ça, là. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 1 an qu'il est avec cette nouvelle conjointe-là, là. Puis ça arrive souvent qu'il nous en parle, là, puis non. Est-ce que votre flair fonctionnerait encore, Doc Mayou? Oh, écoute, à mon âge, je suis capable de renifler encore une bonne occasion. C'est quoi vous voulez dire par là, Doc? Ben, ça marche comment avec la belle-mère, là? Alors là, ça fait 1 an qu'il y a une nouvelle conjointe et... Ben, je te dirais que la nouvelle conjointe, son papa est super comblé, mais l'enfant, il est habitué d'avoir son père pour lui. Et depuis qu'il est rentré dans sa vie, ben là, il passe moins de temps avec son père, tout ça, puis il est moins souvent en train d'écouter son enfant, là, puis... il est occupé. Il est occupé avec la bonne femme. Ouais. C'est des choses. C'est des choses qui arrivent, ça. Ça arrive souvent qu'il arrive à la maison, qu'on commence à lui poser des questions, puis il se met à pleurer, puis il nous compte pourquoi, là. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit quand il se met à pleurer? Ben, il dit qu'il s'ennuie de son père, que c'est plus le même père qu'il avait avant. Ouais. Et que fait la mère quand son fils de 10 ans pleure? Ben là, c'est sûr qu'elle essaie de passer plus de temps possible avec. Est-ce qu'elle le prend puis elle lui enfouit la tête entre ses 2 seins? Non. Alors, c'est privé, ça. C'est privé à moi, ça. Continuez, Kevin. Continuez à monter la garde. Ouais, c'est ça. Il y a des petits jeunes, des fois, qui s'essayent.
Pensez-vous que Ouais. si elle le prenait puis elle y mettait la tête entre les deux seins, pensez-vous qu'il sortirait ou s'il l'accepterait volontiers? Je sais pas. Non, d'après moi, là... Vous pensez qu'il pleurerait plus souvent? Je penserais pas. En tout cas, moi, c'est sûr que je pleurerais pas. Mais comment vous dire... En tout cas, regarde, qu'est-ce que je veux dire? C'est que Kevin, on continue à monter la garde. D'accord? Oui. OK, Bye. c'est bien parfait comme ça. Prenez-en bien soin. Prenez-en bien soin. Et je référais au sein de la mère. Là. Oui, on avait tous compris que Pour vous pas aviez des ça dans le enfants. focus. Exact. Là, l'émission est presque terminée, mais j'aurais aimé ça vous entendre là-dessus. Puis on y reviendra peut-être, ça aussi, comme sujet, les gardes, là. Tu sais, pour un enfant aussi, de se promener de même 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours, ça peut avoir un impact dans la stabilité? Ben oui, mais José, pourquoi tu penses que j'ai acquiescé probablement que l'enfant, et probablement qu'il est vrai que l'enfant est super intelligent, mais pas sûr que les 2 géniteurs le soient tout autant. Je pense qu'on pourrait faire ça prochainement, les gardes, de quelle façon les gens s'organisent, là. Mais Pour le bien c'est-à-dire- de qui, c'est conçu comme ça, là. Et rendu à 10 ans, écoute, dans ma carrière, j'ai rarement vu des parents consulter les enfants sur le dispositif de la garde. J'ai pas vu ça souvent dans le Québec PQ. Le sujet est déjà rentré dans le calepin. Merci beaucoup, Doc. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Bye, bonne journée. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.